Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je suis rédactrice web SEO à mon compte et j'ai conservé ma casquette de podcasteuse. À travers cette 4e saison, j'ai décidé de partager avec vous un dimanche sur 2 des parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire. Elle a 28 ans, elle vit en Bretagne et elle a exercé le métier de professeur des écoles pendant 3 ans en Normandie avant de se reconvertir. Aujourd'hui, Claire est ingénieure pédagogique. Elle crée des cours, des évaluations ou encore des certifications. Elle accompagne aussi les formateurs d'organismes sur la mise en place de leurs séances et de leurs séquences et il lui arrive même d'imaginer un plan de formation à partir d'une demande. Ce métier, elle l'a d'abord exercé en tant que salariée, mais elle travaille à présent à son compte. Dans cet épisode, on parle de liberté géographique, de responsabilité, de désillusion, de passerelle, de se sentir à sa place, de freelance et de salariat. Bonne écoute! Bonjour Claire! Salut Florence. Merci d'avoir accepté ma proposition à intervenir sur le podcast parce que tu as un métier que tu as exercé de plusieurs façons, on y reviendra, qui intéresse plusieurs de mes auditeurs et auditrices et notamment, et j'en profite pour la saluer, Isabelle qui m'avait demandé de trouver quelqu'un qui était ingénieur pédagogique et donc tu es ma perle rare de ce métier. Merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que, pour démarrer, tu peux te présenter succinctement pour qu'on ait une idée de qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je suis Claire, j'ai 28 ans. Je suis née, j'ai grandi en région parisienne, puis en Normandie, et je suis maintenant en Bretagne. Et donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant professeure des écoles en 3 ans. Et après, j'ai bifurqué vers la formation professionnelle. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir au départ l'enseignement comme métier? Je pense que c'était un petit peu un rêve de petite fille entre guillemets. De ce que je me souviens, j'ai l'impression que j'ai toujours voulu être maîtresse depuis que je suis petite. J'aimais beaucoup l'école en tant qu'élève. J'étais plutôt bonne élève. J'avais une certaine admiration entre guillemets pour mes maîtresses. Et donc j'ai toujours joué un peu à la maîtresse quand j'étais chez moi, à la maison, etc. Donc oui, initialement, c'était un petit peu un rêve de petite fille. C'était soit devenir maîtresse, soit devenir vétérinaire. Ah ouais, c'est mignon. Après, ouais, je pense comme beaucoup d'enfants, je pense que j'avais des rêves très originaux sur mes futurs métiers, entre guillemets. Et puis vétérinaire, j'ai laissé tomber petit à petit parce que je dirais qu'arrivé à la fin du collège, au début du lycée... les maths, ça commençait à plus trop être mon truc. Je préférais vraiment le français plutôt que les maths, les sciences. Donc je me suis dirigée vers un bac littéraire. Après le bac, c'est posé la question des études. J'ai hésité un petit peu à ce moment-là entre prof des écoles, prof de français. Du coup, je suis partie sur une licence de lettres et de sciences du langage. Finalement, j'ai fait les deux pour avoir le choix encore un petit peu pendant 3 ans, quoi, après la licence. Et c'est vraiment après la licence que j'ai définitivement fait le choix du master MEF, du coup, pour devenir prof des écoles. Tu te souviens si c'est pour des raisons de public parce que tu étais peut-être plus à l'aise avec les plus jeunes ou si c'est pour des raisons, on va dire, de matière parce que tu voulais peut-être pas avoir, entre guillemets, que du français, faire plus de choses? Il y avait un petit peu les deux. Il y avait effectivement le fait de pas vouloir m'enfermer dans le français. Après 3 ans de lettres, à faire beaucoup de dissertations, à lire beaucoup de livres, etc. En fait, je me rendais compte que petit à petit, je perdais un peu le plaisir, entre guillemets, enfin, de lire par plaisir. Et du coup, je voulais pas ne faire que ça, que du français, que de la littérature. Et il y avait aussi le côté pratique, entre guillemets, parce que dans le secondaire... on pouvait être muté un peu partout en France et ça m'inquiétait un petit peu. Je me disais, j'ai pas envie soit de retourner en région parisienne que j'avais quitté quelques années plus tôt avec ma famille, soit de muter je ne sais où à l'autre bout de la France. Donc ça me rassurait de passer un concours académique où finalement je ne pouvais que être mutée. Alors dans mon académie, mais finalement ça m'a pas convenu quand même parce que on en pourra y revenir plus tard peut-être, je sais pas, mais
la possibilité de pouvoir bouger, ça a finalement quand même été un problème, même à l'échelle académique pour moi. Ouais, et je pense, enfin, moi, je sais que j'étais petite fille, j'aimerais bien être maîtresse, et puis je m'étais jamais posé d'autres questions. Donc, en fait, j'ai fait tout mon parcours comme ça, un peu comme toi, quoi, directement vers l'enseignement. Puis pareil, j'aimais bien l'école, j'avais des bonnes notes, etc. Et je pense que l'idée qu'on se fait de l'enseignement en tant qu'enfant est finalement très différente de ce qu'on trouve, on va dire, sur le terrain, quoi, dans la pratique. Et je sais que moi, par exemple, j'ai grandi donc tout au bout de la Bretagne, dans le sud Finistère. Et dans mon école primaire, à la fin, j'avais un CM1, CM2. Enfin, j'étais moi-même élève en CM1, CM2. Et on était, je sais pas, 8 ou 9, tu vois, dans ma classe. C'était vraiment des toutes petites écoles. Enfin, le groupe scolaire entier, il y avait 70 élèves de la maternelle jusqu'au CM2. C'était vraiment quelque chose de petit, où ma maîtresse, c'était la femme du maître de la classe d'après, qui était aussi le directeur de l'école. Enfin, tu sais, c'était vraiment Oui, genre, je vois. c'était presque une petite entreprise Ouais. familiale à ce stade. Et après, quand j'ai eu mon concours et que j'ai été mutée sur 4 écoles de REP à faire des cartons avec 32 élèves, je me suis dit waouh, waouh, waouh. C'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Et je pense que quand tu commences à avoir envie de faire ce métier-là en tant qu'enfant, tu as aussi ta projection de toi, ce que tu as vécu en tant qu'élève, et donc qui est très différent. Et j'imagine que toi, tu as peut-être eu aussi cette fracture qui fait que, oui, il y a tout un côté après pratique et administratif qui convient pas forcément, quoi. Oui, c'est ça complètement. Il y a un peu, je sais pas si le mot est un peu fort, mais la désillusion quand tu intègres vraiment le métier et que tu te rends compte que déjà en termes de quotidien, c'est pas exactement ce que tu avais imaginé, que c'est très fatigant aussi les journées. Alors moi, j'ai fait pas mal de maternelle notamment, et avec le bruit constant toute la journée, et qu'en fait tu rentres le soir, j'étais vraiment rincée. Et puis tous les à côté de l'administratif, le côté très hiérarchique de l'éducation nationale, le fait qu'en fait c'est très hiérarchique, en même temps t'as pas vraiment quelqu'un à qui t'adresser pour pouvoir dire attends, ça va pas, ces conditions de travail là ça va pas. C'est un peu particulier en fait. Je me sentais un peu emprisonnée, pas dans mon métier, mais déjà dans la ville où j'étais, où on m'avait envoyée de force. J'avais dû déménager, etc. Donc géographiquement, je me sentais vraiment emprisonnée et privée de ma liberté de choisir où est-ce que je voulais vivre et m'installer. Et en plus, au niveau du métier, je me sentais pas vraiment à ma place. Alors c'est un peu un cheminement petit à petit, mais je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes. La première année, j'étais pas forcément dans une école où il y avait une très bonne ambiance. Du coup, je me suis dit, oh, c'est ça l'ambiance des écoles, c'est pas très fun. C'était un peu un tout, quoi. J'avais dû déménager, quitter la ville où j'habitais, et du coup un peu quitter. J'étais dans le département de l'Orne, pour ceux qui connaissent la Normandie, donc c'est un petit peu isolé. C'est pas là où les jeunes vont s'installer. Et en plus, j'étais pas hyper épanouie non plus à l'école. Dans ma classe, oui. Avec mes élèves, oui. Mais il y avait trop d'à côté, en fait. Oui, que ce soit l'administratif au-dessus ou même les collègues sur les pauses, ou oui, tu te sentais pas à ta place. Enfin, les personnes qui t'entouraient, adultes, on va dire, ne te correspondaient pas forcément, quoi. Oui, c'est ça. C'était un petit peu un côté déception, on va dire, de ce à quoi je m'attendais. Et puis après, l'année d'après, j'étais remplaçante, mais j'étais affectée vraiment dans une école là, l'école beaucoup plus sympa, l'ambiance plus sympa aussi. Je m'entendais très bien avec mes collègues, donc ça m'a un peu reboostée. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'étais bien finalement les journées où j'étais pas envoyée en remplacement et où j'étais en fait avec mes collègues, et c'était génial parce que je faisais un peu de tout. Je m'entendais très bien avec la directrice. Des fois, je l'aidais sur le côté administratif, coordination, un petit peu de projet, etc. Et en même temps, dans sa classe, en prenant des petits groupes d'élèves. Enfin, c'était vraiment génial en fait de toucher à tout. Et quand j'étais envoyée en remplacement, je me disais, oh, ça va pas être une bonne journée, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là. Je me suis dit, du coup, est-ce que j'ai vraiment choisi le bon métier, si finalement, ce qui me plaît, c'est quand je suis pas vraiment envoyée dans ma classe. Alors après, le fait d'être remplaçant, c'est particulier aussi parce que c'est pas vraiment ta classe, tu peux pas mettre en place de projet. Les élèves sont pas toujours, ça dépend, mais hyper sympas parce qu'ils savent que t'es là que pour une journée, donc
C'est assez fatigant parce que tous les jours, c'est une journée de rentrée où tu dois poser les bases, donc t'as pas vraiment de répit sur le côté un peu disciplinaire, en fait. Et t'as pas forcément le temps de tisser des liens plus sympas avec les enfants. Mais ça m'est arrivé quand même d'avoir des remplacements super sympas. Je pense à un remplacement en CM1, CM2 à la fin de l'année où j'étais restée 2 semaines et j'étais super heureuse d'être avec eux pendant 2 semaines, etc. Le côté géographique me pesait beaucoup de pas pouvoir. Donc je suis restée 3 ans. À chaque fois, je demandais ma mutation, donc je l'avais pas. J'étais pas hyper difficile. Je demandais souvent. Si bah, je demandais la Bretagne ou la Normandie, enfin la basse Normandie, mais partout ailleurs, sauf le département où j'étais, quoi. Mais en fait, que ce soit la région Bretagne ou les 2 autres départements de Normandie, enfin de basse Normandie, tout était très demandé. En fait, tous les gens qui étaient affectés dans l'Orne, grosso modo, voulaient quitter l'Orne et personne ne voulait y rentrer. Et du coup, ben, comme il faut, entre guillemets, qu'il y ait un entrant, un sortant, bah, ça donne des années et des années d'attente. Mais moi qui me paraissait complètement, enfin, inacceptable, je me rappelle de quelqu'un qui était pas pacsé ni marié, enfin, qui avait pas de rapprochement de conjoint et qui n'avait pas d'enfant et qui avait obtenu sa mutation après 20 ans, 20 années de demande. Enfin, je me suis dit, c'est ta vie en fait que tu sacrifies. Et tout ça, ça a commencé un petit peu à me travailler et à me dire, mais enfin moi, il est pas question que je sacrifie ma vie pour mon métier entre guillemets, alors qu'il y a plein d'autres métiers que je pourrais exercer. Je trouvais qu'il y avait en fait, en termes de priorité, tu faisais ta vie par rapport à ton travail. Je voyais des collègues du coup qui déménageaient, qui s'installaient avec leurs conjoints dans l'Orne. Et moi, je ne voulais pas du tout m'installer définitivement dans l'Orne. Ouais, Enfin, tout ce que vivre j'attendais, c'était de après, ouais. partir en fait. Et au bout de 3 ans, en moyenne, il me restait au minimum encore 6 ou 7 années à attendre. Je me suis dit, ça va pas être possible, quoi. Ça va pas le faire. Que je ne connais pas l'Orne, je ne sais pas si je suis déjà allée, mais en tout cas, tu ne m'en donnes pas très très envie. En fait, c'est très campagne. C'est très beau, hein. Y a plein d'endroits qui sont très beaux, qui sont assez préservés. C'est un peu un côté Creuse entre guillemets. Donc ça peut être sympa pour les vacances en famille ou entre amis de se louer un petit gîte et voilà. Mais au quotidien, à mon âge en tout cas. Oui, puis toi, selon tes attentes aussi. Et voilà, c'est ça. J'avais été à Caen pendant 4 ans où je sortais presque tous les jours avec mes amis, que ce soit pour aller au cinéma, au théâtre, etc. Enfin, de me retrouver du jour au lendemain dans la campagne où il se passe pas grand-chose, d'avoir 2 heures de route à faire pour rentrer le week-end. C'était pas hyper épanouissant, quoi. Et en plus, je me disais, je gâche mes meilleures années de vie, entre guillemets. J'avais un peu ce sentiment-là de gâchis, de me dire, je suis jeune, j'ai envie de profiter et je suis là, coincée ici, à attendre le week-end. J'avais l'impression d'être toujours dans l'attente. Attendre le week-end pour rentrer chez moi et les vacances pour pouvoir vraiment être là où je veux être, quoi. Et c'est particulier parce que d'un côté, il y a des gens, selon leurs attentes également, mais qui vont dire, ben, t'as de la chance puisque peu importe où tu seras muté, dans tous les cas, tu auras ton salaire à la rentrée, tu auras un poste, peu importe où il sera. Et dans le privé, ça va pas forcément être le cas. Les gens auront peut-être peur de ne pas trouver de poste l'année suivante ou après un licenciement ou etc. Et d'un autre côté, quand tu es dans le privé, bah, tu peux choisir où tu vis, à condition que tu trouves un travail. Nous, on ne peut pas choisir ça. À moins, bah, peut-être, je crois que les contractuels peuvent refuser des postes plus facilement, mais c'est vrai que quand tu es en début de carrière et que tu as eu ton concours, je sais pas bien comment ça se passe si tu refuses quelque chose au bout de la deuxième année. Je pense qu'après, tu es aussi mal vu peut-être par le secrétariat de l'inspection, tu vois. Enfin, Ouais, bah, en fait, à la limite, ce que j'aurais pu faire quand j'ai eu mon concours et que du coup j'ai été affectée dans l'Orne, donc dans le troisième département, il y avait 3 départements au choix, ça aurait pu être renoncer à mon concours à la fin du Master 1 et me dire, bah, je le repasse à la fin du Master 2 en espérant avoir un meilleur classement l'année d'après. Mais du coup, t'es pas sûr non plus de ravoir ton concours, en fait. exactement. Puis c'est une autre année pendant laquelle tu révises et tu te prépares. Et si tu l'as pas derrière, c'est aussi une année où
sais, tu profites pas de ta vie de la même façon souvent quand t'es dans une année où tu Non, prépares ton concours. l'année de préparation au concours, ouais, c'est pas l'année la plus épanouissante. Surtout si tu dois être indépendante financièrement à la fin, t'as quand même un petit peu la pression de la réussite et ou de trouver un plan B sinon, tu vois. Mais quand tu veux vraiment faire ça depuis longtemps, tu mets souvent toutes tes chances de ton côté, quoi. Oui, c'est ça. Je me suis pas vraiment posé la question, en fait. Je me suis dit, bah, j'ai la chance d'avoir eu le concours. Je ne vais pas, entre guillemets, refuser le concours pour le repasser l'année d'après. Mais j'avais pas idée que c'était quand même aussi compliqué d'être mutée après. Je pensais pas que c'était aussi long et aussi complexe. Et qu'est-ce qui fait que, à un moment, du coup, tu t'es dit que tu t'en allais? Et est-ce que tu avais déjà une idée en tête pour, la suite de tes activités? Alors, j'avais pas du tout d'idée pour la suite. Ce qui a fait que je me suis dit, il y a eu le Covid en fait, ma dernière année. Ma dernière année en tant que professeur des écoles, c'était l'année du Covid. Et cette année-là aussi, je pense que la troisième année, ça a été un peu la goutte d'eau entre guillemets ou la cerise sur le gâteau, ça dépend comment on voit les choses. Mais je me suis retrouvée du jour au lendemain. Donc j'étais remplaçante pour une deuxième année. Donc j'ai fait l'année de stage, j'avais une classe de maternelle, et puis ensuite 2 années de remplacement. Et je dirais fin septembre, début octobre, j'ai été envoyée, donc au début, on m'a dit pour un remplacement à la journée, juste à côté de mon école de rattachement. J'avais changé d'école de rattachement entre la deuxième et la troisième année. Donc j'y vais, c'était juste à côté, je pars le matin. Et en fait, j'apprends, mais au fur et à mesure de la journée, donc une toute petite école avec une seule classe. Et j'apprends au fur et à mesure de la journée, mais vraiment comme ça, dans la conversation, en discutant avec l'ATSEM, que je remplace, en fait, une remplaçante déjà, qui remplaçait la titulaire de la classe, mais qui du coup est directrice de l'école, puisqu'il n'y a qu'une classe. Et en fait, je comprends que donc la première directrice, elle est en congé, enfin en maternité, je crois, et celle qui l'a remplacée est enceinte et en gros va pas revenir non plus. Et que du coup, je vais me retrouver en remplacement long, donc en classe de maternelle, ça c'est une chose. Donc c'était un triple niveau, en plus c'était tout petit, petit, grand. Mais du coup aussi avec la fonction de direction. Cadeau. C'est ça. Et mais on me l'a un peu balancé comme ça entre guillemets, c'est-à-dire que le lendemain j'ai reçu un mail quand même, je crois. Enfin même pas le lendemain. Au début il me redisait, il me rappelait en me disant oui bah vous y retournez pour une durée indéterminée, mais sans me dire bah du coup vous prenez la direction. Donc j'ai fini par rappeler l'inspection en disant bah qu'est-ce qu'il en est parce que du coup il n'y a pas de directeur. Alors, en temps normal, c'est jamais les remplaçants. Quand un remplaçant remplace un enseignant qui a la direction, c'est quelqu'un d'autre de l'école qui prend la direction, c'est pas le remplaçant. Mais là, comme c'était la seule classe, par la force des choses, c'était forcément moi qui devais reprendre la direction. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain directrice d'une école sans formation parce que du coup, les formations, elles se font je sais plus, soit à la fin de l'année scolaire précédente, soit au tout début de l'année. Mais moi, comme c'était pas prévu, bah, j'avais pas eu de formation. Et en plus, l'école allait faire des travaux. Donc, fallait déménager la classe dans l'ancien bâtiment de fonction, qui était pas forcément, on va dire, prêt à recevoir une classe au quotidien. La salle était très petite, donc il y avait une partie de la classe qui était dans la cantine, le coin lecture. Et donc, ils attendaient en plus que je leur dise si c'était aux normes. Enfin, la mairie me disait, bah, vous allez nous dire si tout est aux normes. Bah non, en fait, je suis pas électricienne, donc je vais pas vous dire si les prises électriques sont aux normes pour... Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ouais, c'est dingue quand même, quoi. Ça n'a rien à voir avec tes compétences et c'est quand même des choses importantes, tu vois. Savoir s'il y a des enfants de maternelle, si des prises électriques sont aux normes, ça a son importance quand même. Oui, un petit peu. Et puis j'avais aucune envie de prendre cette responsabilité-là, enfin qui n'était pas en plus, enfin qui ne devait pas m'incomber en plus. Et j'avais eu un petit peu de chance, c'est que je m'étais retrouvée en réunion de direction un petit peu avant les vacances scolaires de la Toussaint, où devait avoir lieu le fameux déménagement. J'en avais parlé à d'autres directeurs du coup, qui en avaient parlé à quelqu'un de l'inspection, et finalement il y avait quelqu'un de l'inspection qui était venu voir l'école et qui avait vu ça avec le maire directement
en disant que voilà, c'était pas à moi de garantir, de regarder si les prises électriques étaient aux normes et je ne sais quoi. Mais oui, initialement, ils voulaient aussi que je vienne pendant les vacances de la Toussaint, alors que j'habitais à 2 heures pour le déménagement. Enfin, je dis bah non, je vais pas venir. Donc ça a été une année un peu particulière. Je me rappelle les vacances de la Toussaint, la première semaine de vacances, j'ai passé une semaine entière à travailler de 8 heures à 19 heures le soir tous les jours pour préparer ma période d'après, pour pouvoir faire ma direction à côté. Parce qu'en fait, je me rendais compte que du coup, comme je découvrais la direction, je passais énormément de temps à faire plein de choses, donc je savais pas forcément comment faire. Même s'il y avait qu'une classe, en fait, il y a plein de choses qu'on doit faire, qu'il y ait une classe ou 5 classes dans une école. Donc, j'avais pas de jour, en fait, de décharge. Donc, j'étais tous les jours en classe. Mais, fallait quand même que j'emmène les chèques à la banque. Fallait quand même que je fasse les journées tests, incendie, etc. Donc, quand on organise ça, il y a tout un papier à remplir, à renvoyer à l'inspection. Il y a toujours l'inspection qui envoie aussi des documents à compléter qu'on doit remplir. Donc je me retrouvais en fait clairement à arriver le matin, je crois que ma classe, je prenais à 8h30, à arriver au moins à 8h, voire à 7h30, sachant que j'avais une demi-heure de route pour venir. Le midi, je prenais pas de pause, je passais mon heure du midi à travailler. Et le soir, je rentrais, je restais jusqu'à 19, 20h, ça m'arrivait de partir à 22, 23h de l'école, faire une demi-heure de route, enfin, j'étais sous l'eau. Et du coup, je me suis dit, bon, faut qu'au moins ma période, elle soit faite pour que je puisse me consacrer à la direction pendant la période. Puisqu'en maternelle, ça va, les corrections prennent pas trop de temps. Donc, je me suis dit, si je prépare tout, ça va le faire, quoi. Mais c'était un rythme très particulier. Et il y a personne qui t'a épaulé un peu dans ces missions-là, que ce soit l'inspection, un conseiller pédagogue, quelque chose Alors, comme ça? j'ai eu quand même, du coup, pendant la réunion là que j'avais pu faire un petit peu avant les vacances de la Toussaint, on en a parlé du coup un petit peu avec les directeurs. Et justement, c'est la première année où ils mettaient en place, je ne sais pas si ça se fait toujours, ce qu'ils appelaient, je crois, un coordinateur directeur. C'était quelqu'un qui était vraiment directeur, mais depuis quelques années, et qui avait des heures de décharge pour aller aider d'autres jeunes directeurs. Ça me dit quelque chose, ouais. Donc il était venu effectivement pour m'aider à faire, je perds le mot, les dossiers qu'on remplit pour les enfants qui ont des allergies. Ah oui, ok. Ouais, tout ce qui est PAI, Oui, voilà, PAI, PPS, c'est ça. Pour wow, ça fait ouais. longtemps. Ouais, pour moi aussi, tu vois, ça commence un petit peu pour remplir tous les PAI, parce que pareil, en fait, c'est hyper protocolaire et c'est très important que ce soit bien fait, sinon c'est ta responsabilité qui est engagée. Et moi, j'étais aussi perdue dans comment compléter les PAI, est-ce que j'avais bien récupéré tous les documents, les certificats qu'il me fallait. Donc, il était venu m'aider à faire ça. Et ça m'avait bien aidé. Mais voilà, après, sur l'année, c'était beaucoup de charge mentale, de stress. C'est suite à cette année-là, du coup, que tu t'es dit stop, on va faire autre chose. Et du coup, je me suis mis en disponibilité. Pour convenance personnelle? Non, je me suis mis pour suivre mon conjoint, pour être sûre de l'avoir. J'ai fait, comme je savais que c'était de droit, la disponibilité pour suivre son conjoint, alors que convenance personnelle, c'est à la bonne volonté de l'inspection. J'ai préféré... Donc, je me suis paxée avec mon conjoint et j'ai pu demander, du coup, une mise en disponibilité pour suivre mon conjoint. Ok. Et est-ce que aujourd'hui, là, ça fait 3 ans que tu avais demandé ta dispo? T'es toujours en dispo ou pas? Oui, je suis toujours en dispo et je l'ai redemandé là pour l'année scolaire 2023-2024. Et ça peut durer jusqu'à... Alors, à chaque fois, je demande pour une année. Donc, je fais toujours la demande pour une année scolaire. Et j'ai pas en tête le nombre d'années exactes, combien de temps ça peut durer. Je l'ai pas cherché de manière précise en me disant de toute façon, ça peut toujours changer. Donc, je la demanderai année après année jusqu'à ce que ça marche plus. Mais je crois que c'est autour d'une dizaine d'années. Ouais, il me semble, de mes souvenirs, que tu peux la faire renouveler 9 fois. Donc, j'aurais dit qu'en comptant la première année, ça fait 10. Oui, ouais, ça doit être ça. Et comment t'es venue ensuite ou en même temps l'idée de t'orienter vers le métier d'ingénieur pédagogique? Alors en fait, au début, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que donc j'ai décidé de mettre en disponibilité, de faire une pause donc avec mon métier de professeur des écoles. Je suis venue m'installer à Rennes, du coup, en Bretagne.
mais vraiment sans savoir ce que j'allais faire. En fait, j'avais aucune idée du fait que en tant que prof, je pouvais faire autre chose. Enfin, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. J'avais l'impression de pas vraiment avoir de compétences valorisables entre guillemets sur le marché du travail dans le monde de l'entreprise. Alors que en fait le master MEF finalement quand tu retournes voir un petit peu les débouchés du master MEF, c'est pas exclusivement professeur des écoles. Il y a plein d'autres choses, mais dans ma tête j'avais fait ce master master MEF premier degré, donc pour être prof des écoles, et pour moi dans ma tête c'était le seul débouché possible. J'avais même pensé à me dire bon bah si je trouve pas de travail, peut-être pourquoi pas j'avais pensé à refaire un BTS diététique pour être diététicienne à distance avec le CNED. Donc tu vois, rien à voir. Parce que ça me disait bien, c'était un domaine qui m'intéressait. Et je me disais, comme ça, j'aurais la possibilité de travailler de manière autonome, etc. Mais bon, fallait se remettre quand même dans les sciences, ce qui n'était pas trop mon truc. Donc je me suis dit, je vais prendre un petit peu le temps de chercher du travail sur Rennes et je verrai ce que je trouve. J'avais jamais cherché du travail en fait. Même ça, c'était tout nouveau pour moi, donc je savais pas trop comment m'y prendre. Donc c'est mon conjoint en fait qui m'a donné des idées de sites, hein, tout bêtement pour chercher des emplois. Et puis en fait, j'ai un petit peu postulé sur je mettais comme mot-clé pédagogique, pédagogie, des choses comme ça. Et j'ai postulé du coup plein d'offres différentes sur Rennes qui étaient plus ou moins en lien avec la pédagogie. Et du coup, j'ai été prise dans un organisme de formation à distance en tant que, alors au départ, le poste c'était assistante pédagogique, mais en fait c'était plus un poste de concepteur pédagogique parce que en fait assistante pédagogique dans les écoles en général c'est plus ceux qui sont en lien par exemple avec les apprenants pour les répondre à leurs questions, leurs interrogations au téléphone, etc. Et ils savaient pas trop en fait quand ils m'ont embauché sur quelle mission ils allaient me mettre. Ça allait dépendre un petit peu de leurs besoins. Moi, je voulais travailler de toute façon, donc tout m'allait. Je voulais tester aussi, découvrir le monde de l'entreprise. Et puis donc finalement, j'ai plutôt occupé des missions de conception pédagogique. Donc mon travail au début, c'était essentiellement de créer des modules de cours sur une plateforme e-learning. Donc ça pouvait être notamment beaucoup créer des quiz en fait. Donc fallait faire différents types de quiz, des QCM, des textes à trous, remettre dans l'ordre des éléments, etc. à partir d'un cours. Donc en fait fallait que j'analyse, je lise le cours et qu'à partir de ça je crée des exercices. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis au début c'était un CDD de 3 mois, je crois. Et puis du coup, à l'issue de ce CDD de 3 mois, j'ai évolué sur un poste plutôt d'ingénieur concepteur pédagogique où je travaillais à la fois, on va dire, sur de l'ingénierie pédagogique où j'accompagnais en fait les formateurs de l'organisme de formation sur la mise en place de leurs cours, de leurs séances, de leurs séquences, mise en place d'évaluations diagnostiques, évaluations sommatives, etc. Et je travaille aussi sur plutôt de l'ingénierie de formation, imaginer un plan de formation à partir d'une demande, quelle partie on va avoir dans la formation, etc. Et ensuite, j'ai fait aussi beaucoup d'ingénierie de certification. Donc là, c'est plutôt tout ce qui va être les demandes d'enregistrement de certification auprès de France Compétences, donc pour avoir des certifications, créer une certification reconnue par l'État. Donc là, c'est tout un dossier à monter où l'idée, c'est de prouver déjà l'utilité de la formation, donc qu'il y a une demande sur le marché du travail, qu'il y a un besoin en compétences sur le marché du travail, et il faut aussi créer un référentiel de compétences et d'évaluation, donc en gros de lister toutes les compétences qui doivent être acquises au cours de la formation pour obtenir la certification à la fin et quel va être l'examen, quels sont les critères d'évaluation, etc. Donc ça m'a permis en fait de faire un petit peu
de l'ingénierie de certification, de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Et du coup, ton master MEF t'a servi à faire tout ça? Tu n'as pas dû repasser de formation ou peut-être en interne? J'ai repassé une formation à la fin, lors de la deuxième année où j'étais vraiment sur l'ingénierie de certification. Parce qu'on te l'a demandé dans le travail que tu avais ou parce que tu avais déjà en tête de passer à ton compte après? Non, c'était plutôt dans le cadre de la stratégie d'entreprise, en fait, d'acquérir des compétences sur cette thématique-là. Et donc le métier, donc globalement, te plaisait, mais c'est peut-être la façon de faire qui te convenait moins, puisque donc tu es passé de ce métier-là en tant que salarié à globalement quelque chose qui se ressemble beaucoup, mais à ton compte. Qu'est-ce qui t'a fait sauter ce pas-là? Alors, au bout de 2 ans, je commençais à avoir le sentiment d'avoir un petit peu fait le tour de l'entreprise dans laquelle j'étais. Il y avait des choses qui me plaisaient moins au bout de 2 ans dans mon quotidien dans cette entreprise-là. Et du coup, petit à petit, a germé l'idée de quitter l'entreprise déjà. Et ensuite, du coup, je me suis posé la question, soit je cherche un nouveau poste ailleurs, tout simplement, donc dans l'ingénierie, la conception pédagogique. Soit, comme j'avais aussi un petit peu cette envie d'un jour me mettre à mon compte, je me suis dit, j'en profite, c'est le moment. Donc, il y a eu un petit peu une hésitation entre les deux. Mais je me suis dit, si je retrouve un nouveau CDI et que j'y suis bien, ce qui était quand même l'objectif aussi, si je changeais d'entreprise, ce sera peut-être pas forcément évident après de le requitter entre guillemets pour me mettre à mon compte. Et je trouvais que d'un point de vue personnel, c'était aussi un moment qui était plutôt opportun pour tester l'entrepreneuriat parce que j'ai pas d'enfants, donc je me suis dit forcément si un jour j'ai des enfants, j'aurai plus de charges aussi financières et ce sera peut-être pas forcément le meilleur moment pour démarrer une activité entrepreneuriale. Et en plus, j'avais avec mon copain, on avait aussi acheté du coup notre appartement. Donc je savais qu'en me mettant à mon compte, si j'avais voulu le faire après, ça aurait été plus compliqué vis-à-vis des banques. Et du coup, entre guillemets, ça c'était fait avant que je quitte mon CDI. Et du coup, je me suis dit finalement, je prends pas non plus un énorme risque en me mettant à mon compte maintenant. Donc, je me suis dit c'est le moment ou jamais entre guillemets, autant tester. Et donc, l'idée c'était de me mettre à mon compte, faire des missions effectivement d'ingénierie, conception pédagogique, et j'avais aussi l'idée en tête de développer le côté un peu aussi orientation scolaire, professionnelle, d'essayer de travailler un petit peu entre guillemets dans ce domaine-là, sans forcément savoir comment exactement, mais ça m'attirait aussi de retrouver un lien avec les jeunes et plus direct, ouais, vraiment être en contact aussi avec des personnes. Et au final, est-ce que tu te plais mieux en étant à ton compte du fait de, tu peux un peu mieux choisir aussi tes activités et te diversifier plus facilement parce que il y a pas d'autorisation à demander, t'es ta propre patronne? Ou est-ce que tu as des regrets et le salariat était peut-être plus stable, moins anxiogène? J'ai pas de regrets, non. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, dans le salariat et dans le fait d'être indépendant. Ce qui est génial dans le fait d'être indépendant, c'est de pouvoir travailler pour différentes entreprises. Et donc, je trouve qu'en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus riche parce qu'on va travailler avec toujours des personnes différentes qui ont des méthodes de travail différentes, qui ont des process différents aussi. Donc, on se nourrit un petit peu de chaque type d'entreprise. Donc, je trouve qu'on apprend peut-être plus rapidement. On n'est pas cloisonné dans une manière de faire, une méthode de travail, etc. Ensuite, le deuxième gros avantage d'être indépendant, c'est l'autonomie dans l'emploi du temps, dans la manière de travailler. Et effectivement, comme tu l'as dit, le fait de pouvoir aussi vraiment choisir ses missions, même si en théorie, quand on est salarié, on a des missions bien définies. Dans la pratique, c'est pas toujours
aussi limpide, on va dire. Donc c'est ça les gros avantages. Effectivement, en inconvénient, surtout les premières années, il y a une stabilité qui est moindre financièrement parlant que quand on est salarié, ça c'est sûr. Donc faut être prêt aussi à ça. Et c'est pas une obligation non plus de se mettre à son compte. En ce moment, je trouve qu'il y a un petit peu une mode du freelancing, du fait d'être indépendant. Ça peut ne pas convenir à des personnes et c'est pas grave et c'est normal, et le salariat c'est très bien aussi. Et c'est pas aussi parce qu'on se met à son compte qu'on ne peut plus revenir en arrière un jour. Enfin, moi je me mets pas de pression là-dessus. Pour l'instant, je suis heureuse comme ça et je veux continuer. J'ai pas de projet aujourd'hui, dans un futur proche, de retourner dans le salariat, mais c'est pas quelque chose qui est inenvisageable pour moi. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de retourner dans le salariat parce que ça correspondra plus à ce que j'aurais envie ou ce que j'aurais besoin à ce moment-là. Rien n'est cloisonné entre guillemets. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai appris du fait d'avoir quitté, alors j'ai pas définitivement quitté l'éducation nationale puisque je suis toujours en disponibilité, mais j'avais vraiment le sentiment quand j'étais prof, avant de prendre cette décision de mettre en disponibilité, que j'avais pas d'autre choix en fait. J'avais passé le concours, je l'avais obtenu, donc maintenant j'étais prof des écoles jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avais pas vraiment d'exemple autour de moi dans mes collègues. J'avais que des collègues les collègues qui étaient plus âgés que moi avaient fait ça toute leur vie. Personne ne parlait de faire autre chose. J'avais l'impression que c'était vraiment, il y avait un petit peu le côté vocation. Si tu t'interrogeais sur le fait de faire autre chose, c'est qu'en fait, t'avais pas choisi le bon métier et que t'étais pas à ta place, hein. Et que t'avais un peu fait une erreur, alors que pas forcément. On peut vouloir tester différentes choses et Ouais, puis on peut changer d'avis aussi, quoi. Ce qui te plaisait quand t'avais 20 ans et que tu passais les concours n'est peut-être plus ce qui te plaît quand t'as 40 ans. Tout comme t'aimes pas le même type de vacances et t'aimes pas le même type de personnes et t'aimes pas les mêmes aliments, tu vois. On a le droit de changer. Mais c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a ce côté où l'enseignement, c'est censé être ta passion. Et donc, si tu penses à changer, c'est que ça te plaît plus. Et donc, c'est que t'es plus passionné. Et est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Est-ce que t'aimes plus les enfants? Est-ce que tu t'es trompé? En fait, non, on peut juste changer d'avis. On peut même, entre guillemets, se tromper. Et après, il y a pire comme erreur dans la vie, tu vois. Mais on peut très bien faire ces 5 années d'études. Et après tes 5 années d'études, bah, te retrouver prof et te dire, moi je sais qu'après la deuxième année, j'étais là, mais en fait, ça me plaît pas. Et je m'étais dit la première fois, bah, c'est peut-être le type de poste. Puis la deuxième fois, bah, c'est peut-être l'affectation. Puis je sais que ma 6e année, j'ai eu le poste idéal, une école pas loin de chez moi. C'était la première fois en 6 ans que j'avais pas de la REP. J'avais ma propre classe à l'année, un niveau que j'aimais bien, des collègues super cool, un bâtiment génial. Franchement, tout était parfait. Ben, j'étais toujours pas heureuse. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça ne me convient pas parce que c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Et puis, on se connaît pas parfaitement aussi à l'âge où on termine ses études et où on fait ces choix-là. Tu vois, c'est dur de choisir quelque chose pour toute sa vie. Enfin, tu peux pas savoir ce que tu vas aimer dans 30 ans. ouais. Puis je trouve qu'il y a le côté concours aussi. Comme c'est un concours, c'est souvent on te dit oh mais t'as eu le concours, c'est tellement dur. Maintenant que tu l'as, ce serait tellement dommage que t'arrêtes. Oui, et le fait qu'on soit beaucoup à penser qu'avec le master MEF, on peut rien faire d'autre. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure que tu avais regardé la liste de tous les métiers possibles, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc moi, je ne peux pas te dire, bah maintenant je sais qu'il y a ingénieur pédagogique, mais tu vois, je ne peux pas te dire ce qu'on peut faire d'autre avec un master MEF. Et même j'ai remarqué que dans les offres d'emploi, parfois dans les offres d'emploi d'ingénieurs pédagogiques ou concepteurs, dans la formation qu'ils recherchent, souvent il y a le master MEF. Ils mettent parfois master ingénierie de formation ou master MEF. Je l'avais vu dans une annonce que j'avais vu passer sur LinkedIn l'année dernière. C'était une office de tourisme qui cherchait quelqu'un pour animer des groupes, un peu faire des tours de la ville, faire visiter des églises, des musées, des machins. Et il y avait compétences, il y avait enseignement, pédagogie, patience, gestion de groupe. Et tu sais, je lisais le truc, j'étais là, mais en fait, ils cherchent un prof. Oui, dans le côté culturel aussi un petit peu parfois. Ça peut matcher. Que ce soit dans ta première partie de reconversion dans le salariat ou dans la seconde partie où tu es à ton compte, est-ce que tu as l'impression de plus ou de moins travailler que lorsque tu étais prof? Alors quand j'étais salariée, j'ai eu vraiment l'impression de moins travailler. Même au début, j'avais l'impression pas d'être en vacances, mais je trouvais ça génial
d'arriver à 9h le matin, et à 9h tu prenais le travail, c'est-à-dire que quand t'es prof c'est 6 et 8h30, je vais arriver à 8h10 pour avoir le temps de préparer ma classe, machin, et à 17h c'était fini, je rentrais. Le week-end je pensais pas au travail, ce qui n'était pas le cas avant. Je ne travaillais vraiment pas en fait, j'étais vraiment en week-end. Ça c'était exceptionnel, la découverte de ce que c'est un vrai week-end où en fait tu ne penses pas du tout à ton travail. Et pareil pour les vacances, même si effectivement j'avais beaucoup moins de vacances puisque j'étais sur du 5 semaines à peu près, donc un rythme classique de salarié. J'avais l'impression du coup déjà d'avoir beaucoup moins besoin de vacances parce que j'étais moins fatiguée. Alors au début, parce qu'après quand je suis passée vraiment d'assistante à ingénieure conceptrice pédagogique, petit à petit il y a eu beaucoup plus de charge mentale, de charge de travail, de responsabilité, et du coup ça m'a un peu moins plu petit à petit aussi parce que je trouvais qu'au niveau du salaire c'était pas forcément aligné avec l'investissement qui était nécessaire un petit peu pour faire l'émission. Et ça a aussi participé à, quitte à travailler comme ça, autant que je travaille pour moi. Mais c'est vrai qu'au début, non, je trouvais ça, je ressentais beaucoup moins le besoin de vacances. Je me sentais pas fatiguée. Donc le fait de tout le monde me disait, mais ça va pas le faire. T'es habitué à avoir plein de vacances, là tu vas te retrouver avec 5 semaines de vacances. Mais non, pas du tout. Je me demandais même pas quand étaient mes prochaines vacances, en fait. Je me posais pas la question. Donc, non, non, vraiment l'impression de beaucoup moins travailler au début et d'avoir vraiment, en fait, des temps marqués, c'est-à-dire le travail et le non-travail, enfin alors que je trouve qu'en tant que prof, moi tout le temps je travaillais les vacances, le week-end, quand j'allais en librairie, je regardais les livres que je pourrais acheter pour mes élèves, enfin j'avais toujours la classe en fait dans un coin de ma tête. Et après en tant qu'indépendante, c'est complètement différent. Je pense qu'en termes d'heures, je travaille au moins autant que quand j'étais salariée. Peut-être pas autant que quand j'étais prof. Ça, je pense pas par contre. Je travaille moins en termes d'heures que quand j'étais prof. Mais autant que quand j'étais salariée. Mais par contre, il y a une liberté de l'emploi du temps qui, moi, me donne l'impression que je travaille moins. Parce que si je veux aller faire mon cours de pilates à 10h le matin, à l'heure où du coup il y a personne, je peux, et voilà, je travaille plus le midi, je prends une plus petite pause, je travaille plus tard le soir. Enfin, cette liberté de vraiment pouvoir agencer ton emploi du temps, moi je trouve ça génial. Puis aussi le côté je trouve que du coup tu ne passes pas à côté de moments entre guillemets précieux parce que c'est tout bête, mais si t'as de la famille qui passe dans le coin, c'est pas prévu, que t'as pas vu depuis longtemps, tu peux dire pas de souci, je suis dispo cet après-midi. Alors ça m'arrive d'avoir des calls de prévus, des réunions, etc. Mais ça reste pas la majorité du temps. Et du coup, tu peux te rendre disponible très facilement, alors que quand tu es prof ou quand j'étais salariée, non, c'est comme ça, t'as ta journée de travail. Si tu voulais poser une journée, il fallait t'y prendre avant. Et quand t'es prof, là, tu peux même pas poser de journée. Donc, on est carrément dans un autre... La question ne se pose pas. Donc, oui, j'ai cette sensation d'avoir plus de pouvoir, entre guillemets, sur ma vie, ce que je fais, de mon temps, etc. Et ça, je trouve ça très précieux. Je suis assez d'accord avec toi parce que la première année où j'ai commencé à travailler à mon compte, je n'ai jamais autant vu ma famille et mes amis. Et vraiment avec plaisir, c'est-à-dire que si on allait, je sais pas, boire un verre puis manger ensemble, j'étais plus celle qui à 22h regardait sa montre en se disant genre oh là là, mais ce serait bien de rentrer là parce qu'il me reste quand même quelques copies et puis du coup je vais être fatiguée demain, puis il faut que j'arrive en avance parce que comme il y a la sortie piscine, faut accueillir les parents pour, tu vois, genre je me disais tout le temps plein de trucs où t'as toujours un petit quelque chose à faire, tu vois, et ça s'arrête jamais. Alors que là, c'est vrai que l'année dernière, j'étais pas en France, mais c'est aussi un avantage de la liberté géographique maintenant en étant à mon compte. Mais l'année d'avant où j'étais en France, ouais, j'ai jamais vu autant mes amis, ma famille. J'allais chez ma grand-mère plusieurs jours consécutifs avec mon ordi si jamais j'avais besoin de bosser. Je passais beaucoup plus de temps chez ma mère aussi en Sud-Finistère et je sortais 3-4 fois par semaine voir mes copains, alors que d'habitude, quand je rentrais de l'école, déjà, il était au moins 19h.
Donc, t'arrives, t'es KO de ta journée, t'as eu du bruit toute la journée, mais moi, j'avais aucune envie d'aller boire un verre, quoi. Enfin, donc c'est pas du tout, t'es pas dans la même dynamique. Et puis, comme tu dis, ouais, là, tu peux te rendre disponible plus facilement. Nous, on a pas mal de copines qui bossent dans le milieu médical et qui ont leur lundi. Ben moi, du coup, ça me dérange pas de bosser un dimanche si je peux voir mes copines le lundi, tu vois, je m'en fiche. Après, ça a aussi son penchant négatif où j'entends pas mal, souvent chez des mères de famille, comme elles sont facilement disponibles, c'est elles qui vont chercher les enfants à l'école et qui font les courses et qui font à manger. Et puis, ah bah, tu pourrais l'amener chez le médecin, comme tu bosses depuis la maison, tu vois. Et donc, faut quand même, j'ai l'impression, bien poser les limites, déjà être clair avec soi-même et pas se laisser un peu envahir par le perso pour que ça ronge trop sur le pro. Et je pense que ça, peu importe l'activité qu'on exerce quand on est à son compte, il y a un besoin d'autodiscipline qui est très fort. Et je sais que moi, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, j'ai trouvé ça génial et je l'ai recommandé à beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être autodisciplinés et qui donc ne vont pas se lever le matin, vont faire la grasse mat tout le temps, vont passer 1 heure et demie sur leur petit-déj et puis vont commencer à bosser à 13 heures et puis hop, en fait, je peux faire ça demain. Ah bah oui, c'est vrai, tu peux faire ça demain. Mais en fait, tout ce que tu ne fais pas aujourd'hui va se décaler dans le temps et ton entreprise va pas se développer de la même façon et tu auras peut-être pas les revenus escomptés, puis tu vas pas autant monter en compétences. Et... Donc il y a vraiment ce côté d'autodiscipline qui pour moi est en fait super important, tout comme le fait d'avoir plus de collègues, parce que j'imagine que toi, dans le privé, tu avais tes collègues à l'entreprise. Mais là maintenant, du coup, tu travailles toute seule, principalement. Je travaille toute seule, ouais. Du coup, ça, c'est vrai que il y a la gestion effectivement de l'autodiscipline, comme tu disais. C'est à toi de te donner en fait tes propres objectifs. T'as plus ton supérieur, ton manager qui est là pour te donner tes objectifs, des délais, etc. Donc c'est à toi de le faire pour toi-même. Et après, la gestion effectivement de la solitude de l'entrepreneur, enfin du solopreneur. Alors moi, au début, je l'ai pas, enfin même encore maintenant, je le ressens pas vraiment parce que du coup, j'ai ma vie sociale à côté. J'ai gardé contact avec certaines de mes anciennes collègues, donc je les vois plus ou moins régulièrement. Enfin, il y en a une avec qui je déjeune au moins une fois par mois le midi, une autre avec qui je vais boire des verres de temps en temps, où on va courir ensemble. Et j'ai aussi mes amis à côté, ma famille, etc. Donc je me sens pas forcément seule. Je trouve ça plutôt Enfin, moi, j'aime bien travailler seule. Je trouve que au moins, t'es seul responsable de ce que tu produis, de ce que tu fais, etc. Par rapport à ça, moi, c'est pas forcément le fait d'être seule, de travailler seule qui peut me gêner, c'est de toujours être au même endroit, entre guillemets, toujours être à la maison. Et du coup, pour ça, quand je bouge pour travailler, par exemple, en ce moment, je travaille pour une école pas loin de Rennes, donc je fais aussi des missions en présentiel. Donc, je vais sur le lieu de l'école, j'anime des ateliers de formation. Donc là, je bouge, donc c'est un rythme qui me convient. Le matin, je travaille à la maison, l'après-midi, je vais à l'école. Mais quand j'ai vraiment des semaines où ce n'est que du travail que je peux faire de n'importe où en télétravail, en fait, en général, au moins une demi-journée dans la semaine, soit je vais travailler à la médiathèque, par exemple, dans une bibliothèque, soit je vais travailler dans un café, mais j'ai quand même ce besoin de bouger, pas de travailler avec quelqu'un, mais quand même de voir du monde et de la vie autour de moi. Ouais. Ouais, je vois des gens qui se disent: «Ah, c'est génial, je vais bosser à mon compte, je vais être super libre» et en fait, peut-être que le salariat ou peut-être que le fonctionnariat, finalement, leur irait mieux. Mais c'est des fois quand tu le fais que tu vois que: «Ah, bah, je me suis peut-être trompée». Expérimenter et en soi se dire aussi qu'il n'y a pas de modèle absolu à suivre. Tu peux même pourquoi pas avoir un CDI à mi-temps et l'autre moitié du temps être à ton compte et faire les deux. Enfin, chacun doit expérimenter un petit peu pour trouver ce qui lui convient réellement, sachant que ça peut aussi évoluer dans le temps, que rien n'est figé. Oui, complètement. Financièrement, donc sachant que tu peux donner des chiffres ou pas, parce que chacun est plus ou moins à l'aise, avec l'argent. Est-ce que tu te souviens quand tu as quitté l'enseignement et que tu es passé sur ton CDI, enfin qui était au départ du coup un CDD, est-ce que tu te souviens si tu gagnais globalement la même chose ou plus ou moins? Et est-ce que ça a changé ça quand tu es devenue indépendante? La troisième année, j'avais un salaire du coup la plupart du temps de directrice.
Donc j'avais un bon salaire par contre, enfin un bon salaire par rapport aux heures que je faisais, ça reste discutable, mais c'était quand même un très bon salaire par rapport à ce que j'ai pu avoir dans ma vie. C'était la période où je gagnais le mieux ma vie. En plus, j'étais dans une école j'avais une autre prime parce que l'école, c'était pas du REP, mais c'était Rural ou ouais, l'équivalent rural un peu du REP. RPI ou quelque chose comme ça, là, C'était les quelque chose. Oui, c'est ça. rapprochements. C'était un RPI et il y avait un truc aussi avec l'aspect rural, etc. Donc j'avais cette prime-là en plus de la prime de direction. Donc quand j'étais directrice, j'étais à un bon 2000 net. Ouais, ce qui nous paraît énorme en tant qu'enseignant. S'il y a des gens du privé qui nous écoutent, ils vont Oui. peut-être se dire attends, elle est en train de se réjouir parce qu'elle faisait 60 heures par semaine Et elle gagnait pour 2000 2000 euros euros, net. quoi. C'était la fête. Et donc c'était plus que ce que j'ai gagné en tant que prof, puisque sinon en tant que prof, j'ai démarré à 1005 net à peu près, et du coup à la fin de la 3e année, quand j'étais plus directrice, je devais être à 1006, je pense, 1006, 1007 net. En fait, je pense que j'arrivais à 1007, mais c'était avec mes indemnités de remplaçante, comme j'avais mes indemnités kilométriques. Donc je sais même pas si sans les indemnités kilométriques, j'étais à 1007 net, quoi. Et après, quand je suis arrivée dans le salariat, du coup, j'ai baissé. Je crois que je devais être au départ à 1005 net, quelque chose comme ça, pendant mon CDD, En bossant moins d'heures en aussi. bossant moins d'heures. Et puis après, quand je suis partie, donc après les 2 ans dans l'entreprise, quand je suis partie, j'étais à 1008 net. T'avais mieux monté finalement que sur les 2 ans, 2-3 ans d'enseignement. Et là, en tant qu'indépendante, je suis à moins pour le moment. Ouais, oui, parce J'ai que ça démarre aussi. pas, voilà, ça fait moins d'1 an. Donc j'en vis, mais pas encore suffisamment, selon moi en tout cas. Enfin. Oui, oui, oui. Oui, après, chacun a son rythme de vie aussi, mais et c'est bah, du coup la première année, forcément, tu fais aussi voilà, ton carnet de contact, tu as tes premiers clients, tu te positionnes. C'est peut-être il y a la partie gestion d'entreprise qui prend aussi peut-être plus de place. Après, une fois que les choses sont calées, si vraiment ça te plaît, que tu gardes des clients sur du long terme, tu te retrouveras. Mais ouais, il faut une bonne année, parfois deux, pour être bien sûr de... Oui, je pense trouver ses marques, fidéliser peut-être des clients qui deviennent un petit peu au fur et à mesure des clients réguliers, etc. Mais pour autant, tu ne retournerais pas en arrière. Non, non, non. Ni vers le salariat, ni en tant que prof. Non, non, pas pour le moment. J'ai pas de regrets ni pour l'un ni pour l'autre. Et je suis même contente d'avoir testé les 3 statuts, entre guillemets, le statut de fonctionnaire, le statut de salarié et aujourd'hui le statut d'indépendante. Et en fait, je me dis que tout le monde devrait faire ça. C'est comme quand on dit sur la route, tout le monde devrait être à la fois conducteur, piéton et cycliste pour se rendre compte des contraintes de l'autre, entre guillemets. Et ben finalement, c'est un peu la même chose, je trouve, sur le monde du travail. C'est bien de connaître par soi-même et pas par ce qu'on nous dit de tel ou tel statut parce que chacun de toute façon va avoir un vécu différent. Donc non, moi je suis contente d'avoir pu vivre, expérimenter ces 3 statuts-là et comme ça, au fur et à mesure des années, peut-être que je reviendrai vers l'un ou vers l'autre ou je resterai indépendante toute ma vie, j'en sais rien. Mais au moins j'aurais testé les 3. Et le fait d'avoir été prof aussi, je me dis que si un jour j'ai des enfants, je serai d'une bienveillance extrême envers les professeurs et je trouve que beaucoup de personnes dans la société devraient être profs une fois dans leur vie, une année, ne serait-ce même pas 1 an mais 3 mois pour se rendre compte de ce que c'est. Il y a plein de métiers dont on ne peut pas imaginer la charge et le quotidien, évidemment, je pense quasiment tous les métiers en fait, mais le problème avec celui de prof, c'est que tout le monde pense qu'il sait, alors qu'il ne sait pas. C'est par exemple quelqu'un qui est menuisier, charpentier, qui intervient chez toi, tu vas pas lui apprendre son métier, enfin peut-être, hein, mais je me dis que ça se fait moins quand même. Il doit toujours y avoir des personnes qui le font, mais globalement on va moins dire ah non mais si c'est comme si c'est comme ça, etc. Mais les profs, enfin en tout cas toute la société et les parents d'élèves aussi, sous prétexte qu'ils ont des enfants, savent ce que c'est. Mais c'est pas la même chose d'être maman ou papa et d'être prof. Hein, enfin, donc oui, oui, c'est ça. C'est tout le monde sait. Et puis, je trouve qu'il y a une certaine, je sais pas comment dire. Voilà, vous êtes toujours en vacances.
Ça va, vous terminez à 16h le soir. Enfin, c'est pas tout à fait ça quand même. Est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ». C'est une bonne question. Avant j'étais prof. En fait, il faut que j'arrive à être assez synthétique quand même, mais c'est difficile comme je fais plusieurs missions. Je dirais qu'avant j'étais prof, aujourd'hui je suis... soit je fais la version longue, aujourd'hui je suis ingénieure, conceptrice, rédactrice pédagogique et consultante en orientation scolaire et professionnelle. Ça, c'est très complet. Ouais, très beau CV. C'est complet, mais c'est long à dire. Et ça, c'est une bonne question parce que tu vois, souvent je me dis, il faut que je trouve un moyen plus simple, plus rapide de dire ce que je fais en 2 mots et pas en 10 mots. Mais je n'arrive pas, ou alors je trouve que ça donne quelque chose de pas forcément clair, style consultante dans le milieu de la formation professionnelle, ou on sait pas trop ce que la personne fait en fait. Déjà bon, consultant, je l'utilise parce que finalement c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais aujourd'hui, mais moi-même j'avais un peu un a priori sur ce mot entre guillemets où t'as l'impression qu'il est utilisé un petit peu à toutes les sauces, mais finalement je me rends compte que en tout cas j'ai l'impression dans le milieu de l'entreprise c'est ce qui est le plus clair pour les gens. Mais c'est marrant parce que moi, quand j'ai créé, c'est un peu le avant j'étais prof, aujourd'hui je suis, c'est un peu la question signature de la fin du podcast par rapport au nom de l'émission. Et quand je l'ai créé il y a 3 ans, je pensais que les gens allaient me répondre comme toi, avant j'étais prof, aujourd'hui je suis, et insérer ici l'intitulé du nouveau métier. Et en fait, sur 3 années d'enregistrement, tu n'es que la 2e personne à le faire, puisqu'en fait, les gens me répondent aujourd'hui... je suis libre, je suis heureux, je suis épanouie, je suis... Oui, et en fait, je me souviens, ça m'avait marqué la première année où je l'ai fait. Je me suis dit, ah, ben ça, je l'avais pas du tout anticipé. Ah oui. Et je pensais qu'ils allaient me donner leur intitulé, tu vois, que ça allait m'aider à trouver mon titre. Et en fait, non, pas du tout. Les gens, souvent, quand t'en arrives à la reconversion, c'est pas juste pour tenter autre chose, tu vois. C'est souvent que t'es arrivé quand même au bout de quelque chose et parfois un peu dans la douleur. Et donc, tu sens qu'il y a vraiment un soulagement et une libération. Donc, c'est rigolo, ouais. Ça me change. C'est bien, tu as saisi, ça c'est ton côté ingénieur, ça. Tu as saisi l'essence de base. Oui, mais du coup, je sais pas si ma réponse était très synthétique. Elle est très bien, ta réponse. Globalement, il n'y a pas, justement, ça fait très prof de dire ça, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun fait comme il veut. Toutes les réponses sont acceptées. Mais en tout cas, merci beaucoup Claire pour merci à toi. Ta patience, ta transparence, puis pour avoir partagé ton expérience. Et je pense que tu vas faire des heureux et des heureuses parce que c'est un métier qui, comme ça se rapproche de ce qu'on sait faire en étant prof, ça a appelé à pas mal de monde. Donc merci pour ça. De rien, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantjtprof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt!